Moi, je vais vous parler un petit peu plus du Presbycore parce qu'on a mis effectivement ce logiciel en place. Et puis, je vais vous parler également de l'accommodation parce que vous en parliez tout à l'heure pour que vous compreniez bien quand même quelque part notre approche accommodative. Bon, ça, Jérôme l'a dit, c'est la sphéricité. Alors, la sphéricité, quand même, encore un mot, tu vois, Jérôme, là-dessus, tu parlais de la sphéricité à moins 0,26, tout à fait vrai. Je pense que comparativement à d'autres lasers, mettons comme le Supracore, la sphéricité, c'est un facteur de forme. C'est un facteur de forme et pas un facteur de courbe. C'est-à-dire quand même, quand on asphérise les patients, on va avoir très peu de modifications sur la kératométrie. Et alors que par exemple le Supracore va coller une collerette au centre, ici nous on va reformater la cornée, mais il y a très peu de modifications kératométriques et donc pas normalement de myopie, sauf si c'est nous qui l'induisons. Voilà, d'ailleurs on voit là sur ce schéma, on voit que ça tape davantage en moyenne périphérie, alors que à l'extrême, d'autres lasers vont taper ou en extrême périphérie ou vont faire des collerettes au centre, et il y a encore une fois très peu d'altération du pouvoir. Alors ça, tu l'as bien montré. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que si on asphérise de façon importante, on va avoir, comme tu me demandais tout à l'heure, tu vois, une aberration de sphérisité qui change quasiment de moitié. Si on parle un tout petit peu de profondeur de champ, il faut savoir que la profondeur de champ, pourquoi on parle d'accommodation? La profondeur de champ, en général, selon les études, elle est simplement égale à 0,30 dioptries. Cette année, Malcaz, qui a fait pas mal d'études, parce qu'on a quand même pas mal ennuyé avec ça, lui est arrivé qu'on pouvait au maximum, en conclusion, à 0,60 dioptries et pas plus. Et que de toute manière, c'était pas suffisant pour lire. Donc même si on augmente la sphéricité, si on augmente l'aberration sphérique, on aura 0,60 et c'est pas suffisant en tout cas pour lire, même si c'est exact, qu'elle joue. Donc c'est sûr qu'on peut l'augmenter. Alors ce qui est intéressant, là je passe un petit peu plus comme ça on pourra discuter davantage, c'est que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, voilà, ça c'est un patient jeune, c'était César à l'époque on avait pris, et on s'aperçoit que la bleue en haut, c'est l'aberration cristallinienne. En bas, c'est l'aberration cornéenne qui va bouger. Chez un jeune patient, on s'aperçoit que la plupart du temps, on a une compensation de ces aberrations. Vous voyez, avec l'œil tracé. L'œil tracé, c'est un abéromètre, donc il permet de connaître l'aberration cristallinienne et permet de connaître l'aberration cornéenne. Quand on fait accommoder le patient, on s'aperçoit que l'une et l'autre pendant l'accommodation vont en tout cas se neutraliser. Et c'est quelque chose qui est important parce que vous allez voir qu'on le retrouve même chez des patients presbytes qui n'avaient plus du tout ça. C'est un schéma classique qu'on appliquait à Péchereau et qui montre en tout cas que c'est le flou, c'est la distance de la cible, la disparité qui entraîne l'accommodation homyosis, effectivement convergence, mais on s'est aperçu, comme je vous le disais, qu'on avait une compensation interne et externe des aberrations, et c'est quelque chose quand même de nouveau. Voilà, là c'est un schéma que je voulais vous montrer parce que ce que vous a dit Jérôme tout à l'heure, le but du traitement, c'est quoi? Effectivement, c'est prolatiser la cornée, ce que vous voyez en jaune, parce que la cornée, effectivement, s'est oblatisée avec le temps, elle a évolué, donc on va la prolatiser. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, au départ, quand on a une cornée oblate, on s'aperçoit qu'on a effectivement une image qui est mauvaise. On a un flou rétinien qui est important. À partir du moment où vous oblatisez la cornée, vous rendez une PSF, une image qui est quand même nettement supérieure. C'est ce qu'on fait comme traitement. Et à partir de ce moment-là, à partir d'une image qui est meilleure, on va pouvoir retrouver un système accommodatif. Là, les diapos ne marchent pas, mais on va pouvoir retrouver un système accommodatif parce que le cerveau qui reçoit une meilleure image, mais en tout cas, va recevoir une meilleure accommodation. Alors c'est quelque chose qui est discuté à l'heure actuelle, mais on peut presque dire la preuve que ça marche, et on est en train à l'heure actuelle de faire des études avec les Américains, avec Malcaz et avec des Canadiens pour montrer les aires d'imprégnation accommodatives. Une autre photo qui montre qu'en Chain Flung, par exemple, on a ici une image très floue,
donc inhibition de l'accommodation. À partir du moment où l'image va être meilleure parce qu'on a prolatisé la cornée, le cristallin se remet en marche parce qu'il reçoit quelque chose à manger. Vous avez mesuré les mouvements cornéens, parce que si vous modifiez... Cornéen ou cristallinien? Cornéen. Si vous modifiez évidemment son épaisseur, vous allez modifier également sa réponse au mouvement du muscle ciliaire. Et là, il suffit de quelques micro-degrés de modification pour que la puissance de la cornée change. Est-ce que vous le mesurez ça? Non, on n'a pas mesuré. Oui. Je l'avais étudié il y a longtemps. Je l'avais étudié il y a longtemps, et en particulier les modifications cornéennes simplement par les paupières, par la musculature des paupières. Alors il y a très peu de modifications de la courbure cornéenne, mais elle existe quand même. C'est-à-dire qu'en fronçant un peu les yeux, on contracte un peu la cornée, on la courbe davantage. Et c'est un effet qu'on peut mesurer en topographie. C'est pas forcément évident, mais enfin on peut le faire. C'est vrai qu'on a jamais mesuré. À la limite de nos techniques de mesure. Oui, mais je pense qu'en biomécanique, c'est pas le fait d'avoir aminci la cornée, surtout sur une hypermétropie. Je crois pas que ça influera tellement sur le mouvement de la cornée en termes purement biomécaniques. C'est ce que je pense pas que 20 microns, 30 microns d'ablation en plus en couronne, en périphérie, ne va vraiment influer sur un mouvement ou une quelconque déformation de la cornée. Ça pourrait être une chose à étudier. Mais c'est intéressant, effectivement, on l'a pas Parce fait. que dès qu'on va ablater, on va permettre à la cornée d'augmenter davantage sa puissance. Et puis la face antérieure, on est quand même en 42 et 48, c'est colossal dès qu'on modifie quelques micromètres. On ne change pas tant que ça, comme a très bien expliqué Charlie, on ne fait pas tant que ça courber la cornée. D'ailleurs, on voit, il part de pratiquement 45 dioptries au départ et il se retrouve 4 ans plus tard avec une kératométrie qui appelle à 0,5 dioptries de plus. Donc on change, c'est pour ça qu'il expliquait bien, c'est un facteur de forme. On ne modifie pas tant que ça la forme de la cornée en termes de kératométrie, ce qui nous facilite énormément la tâche pour le calcul d'un plan post-opératoire, et c'est ce qui nous permet d'envisager de mettre des implants multifocaux chez ces patients-là, parce que finalement, cette modification de forme de cornée a pour nous relancé l'accommodation résiduelle pour en avoir un petit peu plus, la restimuler jusqu'à ce qu'elle finisse par de toute façon repartir parce que la cataracte finira bien pour venir, et auquel cas à ce moment-là on opère la cataracte. Mais on a relancé une machine et cette courbure de cornée n'est pas tant modifiée que ça. On passe pas de 44 dioptries à 48 dioptries. C'est pas tout à fait. Mais je comprends. Mais on ne change pas tant que ça la forme de la cornée. Maintenant, effectivement, dans ta question, non, on n'a pas étudié l'implication que ça pouvait avoir. Effectivement. Je sais pas, non, c'est vrai. Oui. J'allais dire, moi, ce qui est surprenant, c'est que sans faire de la chirurgie réfractive, toi tu as fait beaucoup de lentilles, Charles. Oui, mais c'est... Et chez les hypermétropes, moi je suis moi-même hypermétrope, porteur de lentilles. Mon hypermétropie, elle est moyenne, une 25 ou 75. Je me mets 2 dioptries de chaque côté en lentille, ça me suffit très largement. En lunettes, c'est pas ça du tout, il faut beaucoup plus. Tu te mets 2 dioptries en lentille et tu vois de loin et de près. Voilà. Un peu moins bien loin. Comme on fait en chirurgie. Tu satures ton hypermétropie, ce qui te permet d'avoir... Je sature bien l'hypermétropie, de loin je vois suffisamment pour... Et mais quel âge as-tu alors? 48 ans. 48 ans. Non, je suis bien c'est très surprenant entre mon acuité lunette et mon acuité lentille, de près c'est à peu près pareil actuellement. Pourtant c'est pas du tout en lunettes, il faut beaucoup plus, il faut une dioptrie 50, une dioptrie 75 pour arriver à rendre 75. Parce que tu as quand même saturé. Si tu mets des lunettes, c'est fou. Si je veux bien voir, donc ça veut dire que tu as encore une capacité encore d'accommodation assez importante parce que ton réel hypermétropie n'est pas un 75. C'est pas normal qu'à 48 ans tu aies déjà besoin d'une 75 pour de près. Et oui, quand même. Plus que ça. En fait, plus que ça. Quand je me mets 2 dioptries, on t'opère demain alors c'est bien. Moi opéré, je serais pas mal. J'ai une cornée plate par contre. Oui, mais c'est pour ça que ça marche quand même. Oui, il y aura moins de profondeur de champ. Non, mais ça marche quand même.
Mais à mon avis, tu ne satures pas suffisamment ton hypermétropie. Enfin, je veux dire à plus 2, oui, si tu veux plus à 25. Oui, c'est sûr. C'est ce que tu as, en gros. Oui, c'est sûr. Mais c'est ce que tu as en gros. Pour utiliser ton accommodation résiduelle. Moi, presbytie, j'ai commencé à peu près aux alentours de 47-48 ans. Tu vois, avant, je ne l'étais pas, en tout cas. Ouais. Alors, si on continue, justement, enfin, je rentre un petit peu dans le traitement. Oui. C'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas rentrer les mêmes paramètres. Sur l'importance du cristallin et corné, les rapports cristallin-corné, il y a aussi un autre élément qui intervient, c'est que l'incidence des rayons, les rayons incidents qui arrivent depuis la cornée sur le cristallin, ont légèrement changé leur trajectoire par rapport à l'état préopératoire. Et donc l'effet réfractif du cristallin, par cette modification d'incidence du rayon, peut avoir effectivement un effet qui n'est pas forcément accommodatif, mais qui modifie la focalisation. C'est très possible, c'est très possible. Alors moi je vous montrerai sur l'œil tracé ce qu'on a trouvé à l'OCAS, c'est exact, effectivement, on peut avoir ça, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que l'accommodation dont on parle, c'est quelque chose qui est décrié. Moi, je m'attendais quand même à avoir des phénomènes particuliers, quoi. On m'avait dit, de toute manière, profondeur de champ, presque, au départ, je m'attendais à avoir presque une lentille au niveau de l'œil. En fait, je vis tout à fait normalement. Je sais que j'ai simplement la cornée qui est devenue plus prolate, et sur les examens qu'on passe, je suis en tout cas avec une accommodation qui est supérieure. Alors, il est possible que les phénomènes optiques aient changé, tout à fait d'accord. À l'heure actuelle, on est en train de travailler, encore une fois, j'ai dit avec les Canadiens et même Alcaz, à passer des patients, si tu veux, avec l'IRM fonctionnel, à voir leurs aires d'accommodation avant, si tu veux, et après, et voir si les aires d'accommodation se réallument ou non, pour voir si effectivement l'accommodation. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, ce qu'on dit ou pas, parce que quelque part, si tu changes la prolacité de la cornée et que tu refais partir ton accommodation, ça veut dire que tu redeviens plus jeune quelque part. Tu te remets une cornée un petit peu comme un aigle et quelque part tu arrives à 60 ans, 65 ans avec une accommodation que tu perds en général à 42. Donc c'est un peu fou quelque part, mais tu n'avais pas besoin de ça, Charles. J'avais pas besoin de ça. Enfin, bon, en tout cas, ça redonne une seconde jeunesse. Donc alors, finalement, oui. Si tu comprends bien, c'est-à-dire que en fait, le fait de bomber cette cornée-là, c'est pas le plus important, puisque c'est ça qui permet d'avoir une grande profondeur de champ. Non, pas que... Oui. Attends, oui, c'est vrai, tu as raison, oui. Non. Et là, donc, c'est beaucoup plus un problème d'accommodation qui va être restimulé que plutôt un problème optique au niveau de la cornée qui va améliorer la vue. Moi, c'est ce que je montrais, si tu veux, ici. Je pense qu'elle est importante, cette diapo. Tu vois, quand on a une cornée qui est oblate, si tu veux, ici, on a une cornée oblate avec le temps, tu t'aperçois que l'image ici est extrêmement floue. Tu le reçois puisqu'on a une cornée oblate, c'est sûr. À partir du moment où, si tu veux, on prolatise la cornée, la bande jaune, on la prolatise, on s'aperçoit que l'image là-bas qui arrive sur la rétine, la PSF, est beaucoup plus nette, si tu veux. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le cerveau, que le cerveau qui reçoit, si tu veux, cette image, est capable, par ces phénomènes, si tu veux, de repartir, si tu veux, le cristallin de nouveau. Donc il y a les deux. Il y a une profondeur de champ qui change, ça c'est sûr, mais elle peut être que de 0,40, 0,50, elle n'est pas suffisante, je dirais, à 60 ans pour permettre au... Voilà. Par contre, le cristallin, il se remet à boucher parce qu'il reçoit, si tu veux, de nouvelles... Donc les deux jouent de toute manière, de façon... Et c'est vrai que, tu vois, Duhan, là, sur cette courbe-là, montrait, si tu veux, qu'il nous reste quand même encore de l'accommodation résiduelle. On est persuadé, donc à partir du moment où il nous reste même à 60 ans, une 25, mais qu'on peut s'en resservir, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où tu redonnes quelque chose à manger parce que tu as changé la forme de la cornée à quelqu'un, si tu veux, le cerveau reçoit de plus en plus et refait marcher ce muscle qui avait tendance à plus marcher. Je pense qu'il y a aussi une part, quelque chose qui est important, c'est les explications et la motivation des patients. On leur explique qu'il y a besoin de lumière pour lire. Tous, à 55 ans, on a tous besoin de lumière pour lire. C'est pas comme à 20 ans, ça marche pas ainsi. Donc, on leur demande d'aller chercher la lumière, alors qu'avant, avec leurs lunettes, ils ne la cherchaient pas obligatoirement. C'était plus simple, je mettais ma lunette et je lisais n'importe comment. Donc, c'est d'aller chercher la lumière, c'est d'aller trouver la distance de lecture. C'est, en fait, au final, on les motive pour travailler. Je leur fais faire du traitement d'orthopsie, donc on stimule, on les aide à voir mieux, et après on leur demande de l'entretenir.
C'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et que du jour au lendemain il va aller dans une salle de sport. Il faut le motiver. Et il y a les deux aspects. Il y a l'aspect chirurgical qui crée quelque chose, qui crée une modification de forme de la cornée, qui on pense, restimule une accommodation résiduelle, et en même temps on leur demande de toute façon de pousser dessus. Si on opère quelqu'un et qu'on n'est pas derrière pour lui dire bah oui, vous me dites vous ne voyez pas, mais vous voyez dans quelles conditions vous lisez, il n'y a pas de lumière, comment voulez-vous que ça marche? Si on n'est pas derrière pour leur rappeler, c'est des choses toutes bêtes si vous voulez, mais il y a un minimum pour s'aider, pour que ça fonctionne. Une dame qui lit dans son lit tous les soirs parce qu'elle est insomniaque, elle a juste une petite lampe de 20 watts, elle n'y arrivera jamais longtemps. Son bouquin, il va lui servir de somnifère. Par contre, c'est pas la question de mettre une lampe torche, une lampe frontale, mais par contre, si elle augmente un petit peu la puissance de sa lumière ambiante lorsqu'elle lit, notamment le soir, elle va y arriver. Pourtant, on n'aura rien changé du tout. Il faut stimuler l'accommodation. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, parce que ça marche moins bien, nous, on stimule naturellement moins bien, parce que ça demande de faire plus d'efforts. On leur donne une aide pour y arriver mieux, et on les aide à le faire mieux encore. Et donc, il y a ces deux aspects, et cet aspect, le deuxième aspect, est super important. Parce que ça participe dans l'évolution dans le temps. Tu demandais tout à l'heure combien de temps ça dure. En fait, il y a des gens pour lesquels, au bout de 5 ans, l'effet commence déjà à s'altérer, et puis d'autres qui ont été opérés il y a 10 ans et qui voient toujours aussi bien. Par contre, ils ont modifié leurs conditions de vie, entre guillemets, ils se sont adaptés à ces nouvelles conditions de vie, de lumière. Je travaille un petit peu différemment, je ne vais peut-être pas lire 4 heures d'affilée parce que je sens que ça va me fatiguer, je vais le faire en étapes. Ils ont changé leur modification, ils ont changé leurs conditions de vie, et c'est comme ça qu'ils gagnent sur le temps. Et cet aspect-là, dans la durée, est très important. Souvent, tu as un petit peu la cataracte qui est mieux que alors, ça, c'est l'autre aspect. Mais c'est vrai qu'on fait faire en tout cas des bilans, très souvent d'accommodation convergence avant, parce qu'on veut voir s'il y a une exophorie ou une insuffisance de convergence. Et de toute manière, de temps en temps, c'est vrai qu'on fait faire aussi un petit peu de rééducation aux patients, parce qu'à partir du moment où on leur donne de l'accommodation et qu'ils se resservent, on a intérêt à les faire également converger, parce que tout est lié sur le schéma qu'on a montré. On a besoin du myosis à la convergence, on a besoin, la lumière va aider à faire le myosis, ça va aider à converger. Tout ça, c'est une cascade que l'on restimule, qu'on avait peut-être oublié. Il y a une chose qui me semble qu'on fait aussi, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas bien suivi, mais évidemment qu'en augmentant la courbure cornéenne, on va augmenter les effets prismatiques dès qu'on s'éloigne du centre. Donc on crée en fait une espèce, un pseudo multifocal. La sphéricité, on va y arriver, mais tu as peut-être raison, on est là pour en discuter. Alors, si je parle de la sphéricité, vous savez que la sphéricité, on disait c'est un traitement un petit peu différent par rapport au traitement standard. Par exemple, si vous traitez un hypermétrope, d'un plus 2 et un traitement, si vous faites un traitement sphérique, on s'est aperçu bien sûr qu'il fallait en tout cas, quand vous le traitiez par exemple avec un Q-facteur de moins 0,80, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce genre de laser, la profondeur d'ablation va être de 12 microns quand on fait de moins 0,80. Donc les traitements sphériques induisent une sous-correction d'au moins 40% chez les hypermétropes. Donc on est obligé, en tout cas dans les logiciels, quand on traite un plus 2, en tout cas de faire un facteur correctif de au moins une 28 dioptries là dans ce cas-là pour obtenir le même traitement standard. Tu parlais de kératométrie tout à l'heure. Alors la kératométrie aussi, c'est vrai que ça joue. Tu vois, on a une ablation de 46 ou 47 microns avec un K à 40, tu vois, donc avec un K plat, et l'ablation n'est plus que de 42 microns avec un K courbé. Donc effectivement, tu vois, ça marcherait mieux avec un K courbé, mais donc nous à ce moment-là on tape plus fort parce qu'on tient compte quand même de cette ablation, et dans les logiciels, quand les kératométries sont plates, on tape plus fort pour avoir à peu près le même. Voilà. Oui. Et en termes de prévisibilité, c'est tout à fait. Donc on a effectivement tenu compte de ça. Et puis il y a aussi un autre facteur, c'est
le facteur d'aspéricité préopératoire. Il y a des gens qui sont oblates, des gens qui sont prolates, et selon que le patient est prolate ou oblate, on va taper plus ou moins fort. Ça, je passe un petit peu là-dessus. Bon, ce sont des tableaux là qui... Ça me paraît important, effectivement, en facteur prévisionnel chez les hypermétropes. Ça, c'est très important. Tout à fait. Donc là, voilà, ça c'est les hypermétropes, je vous passe les tableaux chez les hypermétropes et les myopes. Bon, alors, il y a effectivement d'autres formules qui partent de la, surtout chez le myope, qui partent du C4 chez le, je vous en parlerai un petit peu plus. Le C4 également, bon, ce sont des aberrations de spéricité, on peut calculer, nous on a calculé par la profondeur d'ablation et on peut de temps en temps calculer avec le C4. En tout cas, nous voilà, tiens, ce que tu posais Philippe comme question tout à l'heure, nous avons une chirurgie, pour y revenir, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un pentacam, tu vois, un pentacam pour connaître la spéricité, mais par contre on fait, si tu veux, avec l'OCAS, une accommodation résiduelle systématique et un indice de cataracte avec l'OCAS. Donc tu vois que l'accommodation, là, c'est ce qu'on a en bas, la cataracte, l'indice de diffusion et de réfraction, comme tu le disais, hein. Et à partir du moment, tu vois, où cet indice devient trop élevé, là il est de 8, on va plutôt passer vers une cataracte, tu vois. Et on m'avait demandé, d'ailleurs, on nous avait demandé à un moment de ne pas trop parler d'ailleurs de cet appareil, parce qu'il devenait presque médico-légal, et j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop qu'on en parle, donc on n'en parle pas trop, quoi. Mais en tout cas, nous... Souvent des cataractes, et là, et puis on shift sur le... Et voilà, c'est ça, sur le cristallin. Et oui, en fait, l'OCAS, l'OSI avait même eu une corrélation avec la LOX3. Et donc c'était le risque, c'était de biaiser, c'était de tourner finalement cette OCAS comme presque un examen indispensable avant le médico-légal pour dire j'ai opéré un cristallin. Bah oui, elle existait parce que l'OSI j'étais à 3,50 par exemple. Dévie, mais ça va pas devenir, ça va pas entrer dans les matchs là. C'est un risque forcément. Pour l'instant, ça se fait pas trop parce que effectivement, comme dit Charlie, on n'en parle pas trop et ça reste à des. Il se trouve que je viens de recevoir en 15 jours 3 demandes des tutelles. Qu'en est-il de monsieur Machin que vous avez opéré il y a 2 ans? J'étais très surpris des demandes d'information d'un médecin avec une référence d'un article de loi sur lequel on est obligé de répondre. Et quelle était la question? La question c'est, vous avez opéré monsieur Dupont il y a 2 ans, quel était son statut réfractif, quel était l'état de la cataracte, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi? Avec un truc officiel. Donc j'essaye de savoir. On dévie, mais c'est la France, je perçois. Non, mais je vais ramener ma là, on est en train de sentir. Pour vous aider énormément. Ne s'agit-il pas d'une néo-inquisition de la chirurgie du cristallin? Vous avez toute la littérature à disposition. J'ai publié en 1996 comme article phare des archives de Greffet la description de la cause de la cataracte, c'est chez l'homme. Je l'avais fait chez la vache plusieurs années auparavant. La cataracte, c'est l'induction d'une enzyme, la kynurénine aminotransférase, qui se fait entre l'âge de 20 et 23 ans chez l'homme. À la lampe à fente, pour les collègues observateurs, jusque vers 20-23 ans, quand vous mettez le filtre au cobalt, vous ne voyez pas d'anneau jaune. Il n'y a pas d'activité enzymatique. Dès que vous voyez l'anneau jaune discret mais visible, la kynurénine aminotransférase a commencé à travailler. La cataracte a commencé. Chez la vache, ce phénomène se passe entre l'âge de 3 et 4 ans. Chez l'homme, entre l'âge de 20 et 23 ans. La première fois que chacun d'entre nous était gêné par la cataracte, c'est 33-35 ans, c'est la conduite nocturne sous la pluie. Vous avez dû raccompagner quelqu'un de nuit, il pleuvait, et pour la première fois de votre vie, vous êtes ébloui par les phares d'en face, parce que votre cataracte provoque une diffraction lumineuse. À 60 ans, on est tous encrassés par les couchers de soleil. On est content d'avoir des lunettes, etc. Donc, du point de vue médico-légal, référez-vous simplement à mes articles. Il y en a 2 qui sont essentiels. Celui chez la vache, si vous vous intéressez aux aspects vétérinaires, celui des archives de Greffet chez l'homme, et simplement vous dites, ce patient avait une cataracte. Quand vous opérez une cataracte avant 23 ans,
Là, évidemment, c'est un autre problème. Il faut montrer qu'il y a une cataracte traumatique, juvénile, etc. Mais à partir de, on va dire, de 30 ans, vous n'avez plus aucun problème médico-légaux puisque vous avez toute la littérature à disposition. Je suis pas sûr que ça passe en expertise. Ça passe en expertise. J'étais pas inquiet, je pointais du doigt pour certains cette nouvelle approche des tutelles inquisitrices. Non, mais il faut simplement sabrer la vie. Il y a juste une chose, il y a une grosse différence, c'est que là on est en France et le rapport de force n'est pas le même que de l'autre côté de la frontière. Nous en France, quelqu'un vient de se faire condamner parce que, si tu veux, il ou elle avait opéré quelqu'un qui avait un peu plus de 5/10. On fait tous un peu plus de 5/10, tu vois, elle avait opéré... 5/10, voilà, 5/10, voilà. L'aspect médico-légal, c'est cataracte, moins de 5/10, vous pouvez opérer, c'est ça. Moi j'ai fait mon fellowship à l'Université du Michigan il y a 25 ans, la barre c'était 0,8, donc c'était dès que les gens voyaient moins de 80%, ils passaient sur la table. En France c'est 5/10. La Kynurénine aminotransférase. Kynurénine aminotransférase. Je vais la retenir. Alors, juste pour l'anecdote, quand j'ai découvert dans mon laboratoire, j'étais soutenu par le Fonds national de la recherche scientifique, j'avais bossé aux États-Unis là-dessus aussi. Quand on a trouvé la molécule, je me suis rué sur le maître. Et en fait, qu'est-ce que la nature fait? Elle fait de la naphtaline. Donc la naphtaline, c'est 2 corps avec 2 doubles liaisons, 2 oxygènes. Et ce que l'organisme fait, c'est la même chose, simplement les deux oxygènes sont de biais. Et vous savez que la première cataracte expérimentale produite, c'était, je ne sais plus, un Suédois ou quelque chose, chez Lapin, c'était précisément avec de la naphtaline vers 1870. La prochaine fois, tu vas faire une table ronde. Je vous montre les 2 dernières. Attendez, je vous montre 2 dernières parce qu'elles sont intéressantes. Éventuellement, si tu veux le logiciel, je peux te filer ce logiciel, tout à fait bien sûr amicalement, voilà, qui donne. Voilà, c'est surtout un logiciel pour l'Allegretto, mais tout le monde peut s'en servir. Et la dernière, voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer, qui est quand même importante parce qu'on en a parlé pas mal. Vous voyez, quand on a la sphéricité cornéenne qui augmente, vous voyez, là elle est passée de 0,1 à moins 0,80. Vous voyez, donc on a une cornée donc asphérique augmentée. Bien, on s'aperçoit ici que l'aberration sphérique, elle, vous voyez, par rapport à l'aberration qui est en rouge, là, elle a augmenté. Elle a augmenté, elle est passée en positif. On voit l'aberration du cristallin au départ. Vous voyez, c'est quand même sur l'œil tracé. On a eu beaucoup de patients, enfin la plupart de nos patients qui sont comme ça. L'aberration en vert, c'est l'aberration cristallinienne, qu'on ne touche absolument pas. Au bout d'un mois, on voit, il y a quand même, sans avoir touché le cristallin, on voit quand même l'aberration cristallinienne qui se négative. Tu vois, voilà, c'est ça. Et on a de nouveau une compensation, celle que je montrais chez les enfants au départ. Oui. Pour cette aberration, est-ce qu'il y a une valeur qu'on peut viser? C'est quoi la meilleure valeur qu'on pourrait obtenir justement? Parce que là, on voit justement qu'elle diminue, mais est-ce que... Le problème, c'est que c'est évolutif. Oui. Donc, à 52 ans, il faudrait probablement pas tout à fait la même valeur qu'on aurait besoin à 62. Et c'est que de la même façon que la taille de la pupille qui joue probablement un rôle, la profondeur de chambre antérieure parce que ça modifie la sphéricité de la cornée puisque tu ne publies pas sur la même surface. Donc ce sont des paramètres pour l'instant qu'on a du mal à maîtriser. Ce qu'il faut viser, c'est la négatisation, l'hypermétropie, la négatisation des aberrations sphériques. Pour l'instant, c'est des choses qui nous échappent encore. Après, il y a aussi une chose, c'est que n'oubliez pas que les appareils de mesure préopératoires, ce sont que des appareils de mesure. Et donc un pentacam qui vous donne une aspéricité de moins 0,15 par exemple, vous faites chez le même patient le même appareil 24 heures plus tard, vous n'aurez pas moins 0,15, vous aurez moins 0,19 ou moins 0,12. Et ça dépend aussi du diamètre de mesure. Ça aussi c'est important. Donc il y a des paramètres pour l'instant qu'on ne gère pas encore complètement. Merci. Voilà, je vous remercie. Vous avez 45 secondes pour changer de page. À tout à l'heure.